Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée en Australie en 2022. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Danielle Findlay-Jones est née en 1991 en Australie. Elle était chérie par ses parents qui la considéraient comme la prunelle de leurs yeux. Elle a grandi dans la banlieue de Sydney, à Cranebrook, où elle vivait avec sa famille. À l'école, Danielle se distinguait par son ardeur au travail et son ambition, cherchant toujours à être parmi les meilleurs, ce qui remplissait ses parents de fierté. Passionnée de football depuis son adolescence, Danielle a rejoint un club de football de sa ville. Ce sport qu'elle avait adopté dès l'enfance est devenu une partie intégrante de sa vie pendant près de 25 ans. Sa persévérance et son talent l'ont conduite à devenir capitaine de son équipe vers la fin de sa carrière sportive. Au cours de toutes ces années de football, Danielle a gagné le respect des autres membres du club et des joueurs. Son autorité naturelle et sa capacité à diriger ont souvent conduit son équipe à la victoire. Dans la vie quotidienne, elle était très agréable, féminine, sportive et intelligente, devenant pour beaucoup un exemple à suivre. Lorsque l'association de football à laquelle elle appartenait organisait la semaine du football féminin, Danielle en est devenue le visage emblématique. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle jouait au football avec les garçons avant de rejoindre une équipe féminine. Sa passion et son dévouement pour le sport ont marqué tous ceux qui la connaissaient, faisant d'elle une figure incontournable du football féminin de sa ville. Tout le monde voyait en Danielle une source de positivité et de soutien. Elle ne reculait jamais devant les difficultés et aidait volontiers les autres. Très jeune, elle a dû faire face à la séparation de ses parents, un choc immense pour elle, comme pour n'importe quel enfant. Cependant, ces épreuves n'ont fait que forger son caractère. Elle a su tirer des leçons précieuses des défis de la vie. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour surmonter toutes les vicissitudes du destin. Danielle était décrite comme une fille sociable et pétillante, qui s'entendait facilement avec les gens et se faisait rapidement des amis. Elle était l'âme de toutes les fêtes, aimait danser et débordait d'énergie. Depuis son plus jeune âge, Danielle était très proche de sa mère, avec qui elle vivait après la séparation de ses parents. Elle entretenait également une excellente relation avec son frère Blake. Sa vivacité et son esprit chaleureux ont laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Elle a passé toute sa vie dans la maison de sa mère, avec qui elle partageait une compréhension mutuelle totale. Elle passait tout leur temps libre ensemble, s'amusant dans les bars et participant parfois à des fêtes. En semaine, Danielle travaillait comme enseignante, et le week-end, elle pratiquait activement le sport, retrouvait ses amis, et bien sûr, passait du temps en famille. Elle menait une vie sociale très active et réussissait dans sa carrière. Mais il lui manquait une chose, l'amour. À un moment donné, Danielle avait relégué sa vie personnelle au second plan, souhaitant s'épanouir en tant qu'enseignante et athlète. Mais désormais, elle voulait construire une relation stable, fonder une famille et avoir des enfants. Elle a donc décidé de s'inscrire sur une application de rencontre, précisément Tinder, cherchant une relation sérieuse plutôt que des liaisons éphémères. Après avoir communiqué avec plusieurs hommes en ligne, Danielle, alors âgée de 31 ans, a rencontré Ashley Gaddy, âgée de 33 ans, qui travaillait dans le commerce. Au début de décembre 2022, Danielle et Ashley ont eu 2 rendez-vous, ressentant immédiatement une attirance mutuelle. Selon la mère de Danielle, c'était la première fois que sa fille cherchait à construire une relation sérieuse avec l'intention de la mener jusqu'au mariage. Bien que Danielle n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de relations amoureuses, elle était impressionnée par la détermination et la sincérité d'Ashley, ce qui la remplissait d'enthousiasme. Dès le début, leurs amis et leurs familles ont remarqué combien Ashley et Danielle s'entendaient bien et comment leur relation semblait se développer harmonieusement. Ashley était décrit comme un homme gentil, attentionné et intelligent, partageant les mêmes aspirations que Danielle, se marier et fonder une famille. Leur connexion paraissait idéale et ils semblaient parfaitement assortis. Cependant, certains proches ont commencé à remarquer des signes troublants dans cette relation.
Bien que l'apparence extérieure de leur relation était parfaite, des éléments inquiétants ont progressivement émergé, semant le doute et l'inquiétude chez ceux qui les connaissaient bien. Ashley n'était pas comme les autres garçons que Daniel avait fréquentés auparavant. Il se montrait beaucoup plus jaloux et possessif. Au premier stade de leur relation, cela plaisait beaucoup à Daniel. Combattante dans l'âme, elle voyait en cette dynamique un nouveau défi à relever. Cependant, cette situation a progressivement pris une tournure inquiétante. Ce qui semblait initialement être de la tension et de la passion a rapidement révélé un côté sombre. Ashley devenait de plus en plus possessif, ce qui a commencé à affecter Daniel. Ce qui avait débuté comme une relation prometteuse a finalement conduit à une tragédie, transformant l'enthousiasme et l'espoir de Daniel en une sombre réalité. Le 17 décembre 2022, Daniel et Ashley ont eu leur 3e rendez-vous. Ce jour-là, Daniel a décidé de combiner leur rencontre avec les vacances de Noël annuelles qu'elle passait traditionnellement avec ses amis. Pour la première fois depuis le début de leur relation, Ashley allait rencontrer l'entourage de Daniel. Cette occasion marquait une étape importante pour elle, car elle devait présenter son nouveau compagnon à ses proches, espérant qu'il l'apprécierait autant qu'elle. C'était un événement de grande importance pour Daniel. Elle tenait énormément à ses amis et ne précipitait jamais les choses en leur présentant ses petits amis. Ses relations précédentes n'en étaient jamais arrivées à ce stade. Daniel prenait cette rencontre très au sérieux et était même un peu inquiète, ne sachant pas comment ses amis et Ashley allaient se percevoir mutuellement. Cette rencontre était donc particulièrement significative pour elle. Elle espérait que cette introduction officielle marquerait un tournant positif dans sa relation avec Ashley. Ce jour-là, Daniel, ses amis et Ashley se sont retrouvés dans un bar pittoresque, niché dans un parc local à la périphérie de la ville de Sydney. Ils ont commandé des boissons et des collations, créant une atmosphère conviviale et détendue. Ashley s'est immédiatement intégrée au groupe, engageant des conversations animées et partageant des rires complices. Tout le monde passait un moment merveilleux, et plus tard, tous les présents à cette soirée ont décrit la relation entre Ashley et Daniel comme profondément aimante et chaleureuse. Tout au long de la soirée, le couple ne se quittait pas des yeux, assis l'un près de l'autre, échangeant des sourires et semblant savourer chaque instant ensemble. Leur complicité et leur bonheur étaient palpables, illuminant la soirée et laissant présager une belle histoire d'amour. En réalité, c'était la première fois que tout le monde voyait Daniel dans une relation aussi sérieuse, et ils étaient tous très heureux pour elle. Daniel était sans petit ami depuis longtemps, et il semblait inhabituel de la voir en compagnie d'un homme. Cette soirée était spéciale, et les amis de Daniel espéraient tous que ce nouveau chapitre de sa vie serait rempli de bonheur. Lors de cette soirée, les jeunes ont décidé de s'amuser en jouant à un jeu de questions et réponses. L'ambiance était légère et joyeuse, tout le monde riait et s'amusait. Mais après un certain temps, un incident inattendu a changé l'atmosphère. Daniel et Ashley se sont soudainement disputés, à la grande surprise de tous. Quelques minutes seulement avant cela, ils s'étreignaient et semblaient heureux, répondant aux questions du jeu avec bonne humeur. Le tournant s'est produit lorsqu'on a demandé à Daniel si elle avait déjà eu une aventure d'un soir. Sa réponse positive a immédiatement déclenché une réaction violente chez Ashley. Il n'était pas simplement mécontent, il semblait à peine capable de se contenir. Cette explosion de colère a déconcerté tout le monde, transformant ce qui était une soirée agréable en un moment de tension et de confusion. Ashley a qualifié sa petite amie de dévergondée et a crié, choquant la plupart des personnes présentes. Selon lui, ils avaient déjà discuté de ce sujet et Daniel avait nié avoir eu des relations occasionnelles. Daniel, de son côté, insistait sur le fait qu'il n'avait jamais eu de dialogue à ce sujet. La dispute a pris de l'ampleur, brisant l'atmosphère festive de la soirée. Les amis de Daniel, surpris et déconcertés, tentaient de calmer la situation, mais Ashley était inconsolable. Son comportement agressif et ses accusations violentes ont révélé une facette inquiétante de sa personnalité. Ce qui avait commencé comme une soirée prometteuse et joyeuse s'est transformé en un moment de tension et de désarroi, laissant tous les participants profondément troublés par ce qu'ils venaient de voir. Ashley a affirmé que Daniel mentait et l'avait trompé, ce qui l'a mis dans une colère noire. Il s'est levé brusquement de sa table et est sorti furieusement dans la rue. Cependant, même à l'extérieur, les reproches ne se sont pas arrêtés.
Daniel a commencé à recevoir des messages de colère sur son téléphone portable, dans lesquels Ashley l'insultait de toutes les manières possibles. Inquiète et voulant apaiser la situation, Daniel a décidé de rejoindre Ashley à l'extérieur du bar. Elle espérait pouvoir calmer son petit ami et résoudre le conflit. Malgré ses efforts pour le raisonner, la situation ne faisait qu'empirer, la tension augmentant à chaque instant. Les amis de Daniel, restés à l'intérieur, observaient avec une inquiétude croissante, espérant que la situation se calmerait bientôt. Daniel a parlé avec son petit ami pendant environ 20 minutes à l'écart du groupe. Ensuite, le couple est revenu à la table et il semblait que tout était désormais apaisé. Selon les amis de Daniel, cette explosion de colère s'est terminée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Pour certains, ce changement d'humeur soudain était inquiétant. Quoi qu'il en soit, tout s'est calmé. Personne ne voulait attiser les tensions en discutant de l'incident, préférant attribuer cette réaction à l'excitation de la rencontre. Ils ont essayé de reprendre le cours normal de la soirée, espérant que cet épisode resterait une anomalie isolée. Les sourires et les rires ont repris, mais une ombre de doute persistait chez ceux qui avaient été témoins de la scène, laissant planer une inquiétude sourde malgré l'apparente tranquillité retrouvée. Les jeunes ont bu encore un peu. Puis Daniel et Ashley se sont dirigés vers la maison d'un ami à Cranebrook, nommé Taylor, où ils prévoyaient de passer la nuit. Vers 23h30, ils étaient déjà sur place et s'apprêtaient à aller dormir. Daniel et son petit ami ont été conduits dans une chambre au sous-sol, réservée aux invités. Tout semblait calme, comme si aucun conflit ne s'était produit au bar. La maison de Taylor, située dans un quartier tranquille, offrait un refuge paisible après les émotions de la soirée. Le sous-sol, aménagé avec soin, semblait offrir le cadre idéal pour une nuit de repos. Le couple, apparemment réconcilié, s'est installé pour la nuit et tout indiquait que les tensions de la soirée s'étaient apaisées. Le calme régnait à nouveau et il semblait que la situation était revenue à la normale. Soudain, au milieu de la nuit, Taylor a été réveillé par un bruit suspect venant de la chambre d'amis. Sa petite amie s'est également réveillée. Tous deux ont tendu l'oreille pendant quelques minutes et ont conclu qu'Ashley et Daniel étaient en train de faire l'amour. Le couple a plaisanté à ce sujet, trouvant la situation légèrement amusante, puis ils se sont rendormis, pensant que tout allait bien. Malheureusement, ce qui semblait être une situation anodine cachait une réalité bien plus sombre. Les bruits qui avaient réveillé Taylor et sa petite amie n'étaient pas ceux de l'intimité amoureuse, mais les signes avant-coureurs d'une tragédie qui allait se dérouler. Le matin, Taylor et sa petite amie se sont réveillés plus tard que d'habitude, mais Ashley et Daniel semblaient encore dormir. Ils ont hésité à les réveiller, ne sachant pas à quelle heure le couple s'était endormi. À la surprise de Taylor, même après environ 14 heures, aucun bruit ne provenait de la chambre d'amis du sous-sol. Inquiets, ils ont décidé de vérifier. Taylor a frappé à la porte, mais n'a obtenu aucune réponse. Alors, il a ouvert la porte avec précaution. Dans la faible lumière provenant de la fenêtre occultée, il n'a vu personne sur le lit. Un sentiment de malaise s'est installé. Taylor a allumé la lumière, révélant une scène troublante. La chambre semblait en désordre et Ashley et Daniel étaient introuvables. Perplexe, Taylor est entré dans la pièce et a vu quelqu'un allongé sur le sol à l'arrière, recouvert d'une couverture. Lorsqu'il l'a écarté, il a vu Daniel couverte de sang. Son visage était défiguré au point d'être méconnaissable et la jeune fille ne donnait aucun signe de vie. Son petit ami, Ashley, n'était nulle part dans la pièce. Sous le choc, Taylor est sorti en courant de la cave et a tout raconté à sa petite amie. Taylor était en état de panique absolue à l'idée qu'une attaque avait eu lieu dans le sous-sol de sa propre maison. Sa petite amie, elle aussi horrifiée, a immédiatement appelé les secours pour signaler que Daniel ne donnait aucun signe de vie. Son visage était gravement meurtri, couvert d'hématomes, et des marques visibles étaient également présentes sur son cou. Pendant que les secours étaient en route, Taylor et sa petite amie ont tenté de lui prodiguer les premiers soins, mais en vain. Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, les médecins ont constaté le décès de Daniel, âgé de 31 ans. Son corps a été immédiatement emmené pour une autopsie médico-légale. La scène de crime a été soigneusement examinée par les enquêteurs, qui ont relevé des indices cruciaux pour comprendre les événements tragiques de cette nuit.
La tragédie qui s'est déroulée cette nuit-là a bouleversé la communauté. Danielle, autrefois pleine de vie et d'enthousiasme, avait été arrachée de manière brutale et incompréhensible. Taylor et sa petite amie, ainsi que tous ceux qui connaissaient Danielle, ont été profondément affectés par cette perte. Selon le rapport médico-légal, Danielle était décédée par strangulation. Avant et peut-être même après sa mort, elle a été méthodiquement battue, principalement au visage et à la tête. Danielle a subi de nombreuses blessures infligées par un objet contondant, recevant des dizaines de coups. Il a été découvert que l'agresseur l'avait jetée au sol, s'était assis sur elle, puis avait couvert sa bouche de sa main pour l'empêcher de crier et de respirer. Parallèlement, il a commencé à la frapper, probablement à main nue, jusqu'à ce que la victime suffoque. Ensuite, il a continué à la frapper pendant un certain temps, comme en témoignaient les hématomes. Les détails horrifiants de cette attaque ont révélé une violence extrême et une intention meurtrière claire. Bien sûr, le principal suspect de cette attaque était Ashley Gaddy, le nouveau petit ami de 33 ans de Danielle. Sur les lieux du crime, aucune trace d'effraction n'a été trouvée, ce qui laissait penser que le meurtrier connaissait la victime ou était déjà à l'intérieur. Les policiers ont rapidement conclu que le bruit que Taylor et sa petite amie avaient pris pour des bruits d'intimité étaient en réalité des coups et des bruits de lutte. Seule une porte en bois les séparait de la scène du meurtre. Aucun effet personnel ni bien du propriétaire de la maison n'a été volé, excluant ainsi la version d'un cambriolage. Les enquêteurs ont découvert que le criminel s'était échappé par la fenêtre, des empreintes digitales ayant été retrouvées sur l'encadrement et le rebord. Cela expliquait comment le meurtrier avait pu s'enfuir sans être détecté par les habitants de la maison. Naturellement, les empreintes digitales correspondaient à celles d'Ashley. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le suspect, utilisant toutes les ressources disponibles pour le localiser. Les amis et la famille de Danielle ainsi que la communauté étaient sous le choc de la brutalité de ce crime et espéraient que le coupable serait rapidement appréhendé pour répondre de ses actes. Les voisins de Taylor ont déclaré aux policiers qu'ils avaient vu un garçon correspondant à la description du suspect sortir de la maison à 5 heures du matin. Les perquisitions dans la maison de Taylor ont duré 2 jours. Pendant cette période, la police a réussi à obtenir l'enregistrement d'un appel téléphonique entre Ashley et sa mère après le meurtre. Dans cet appel, Ashley a avoué à sa mère qu'il avait passé la nuit avec Danielle, mais dans des lits séparés. À un moment donné, selon lui, Danielle lui aurait proposé d'avoir des relations sexuelles, mais il a affirmé avoir refusé. Dans la conversation avec sa mère, Ashley répétait sans cesse qu'il n'avait rien fait. Il la soutenait avec tant d'insistance, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Il a raconté à sa mère qu'il s'était réveillé à 9h30 du matin et avait découvert Danielle battue et allongée sur le sol sans respirer. Il prétendait n'avoir ni entendu ni vu l'attaque contre elle, insistant sur le fait que cette découverte avait été une totale surprise pour lui. Ashley a expliqué qu'il avait paniqué en voyant la scène et avait décidé de fuir le lieu du crime. Il craignait que la dispute au bar ne soit considérée comme un motif d'attaque et redoutait d'être injustement condamné. Son insistance à répéter qu'il n'avait rien fait et sa fuite ont éveillé des soupçons parmi les enquêteurs. Cet aveu a soulevé de nombreuses questions parmi les enquêteurs, car il semblait incohérent avec les preuves trouvées sur les lieux du crime. Les autorités ont continué à rassembler des indices et des témoignages pour reconstituer les événements de cette nuit tragique. Grâce à cet appel téléphonique, la police a pu localiser Ashley. Il se trouvait dans une zone difficile d'accès et isolé dans les montagnes au sud de la ville. Lorsque les enquêteurs sont arrivés et ont découvert le garçon dans une maison de campagne, il a refusé de se rendre et d'admettre sa culpabilité. Au lieu de cela, Ashley s'est réfugié sur une plateforme d'observation et a menacé de se suicider si les policiers ne le laissaient pas tranquille. Il a été décidé de faire appel à une équipe de négociateurs pour gérer l'incident. Les policiers ne voulaient pas que le suspect meure et échappe à la justice. Il devait être présenté devant la loi et répondre de son crime. Les policiers ont tenté de le raisonner, argumentant que s'il n'avait vraiment pas commis de meurtre, il n'avait rien à craindre. Pendant des heures, les négociateurs ont tenté de gagner la confiance d'Ashley, lui assurant qu'il aurait l'opportunité de prouver son innocence devant la justice. Ils ont fait appel à sa famille et à ses amis pour l'encourager à se rendre pacifiquement. Lorsque les négociateurs sont arrivés sur place, Ashley insistait toujours sur sa position
et exigeait que les agents de sécurité partent. La communication avec lui a duré 12 heures, jusqu'à ce qu'enfin, vers minuit le même jour, le suspect potentiel laisse entrer un officier. Le policier, observant les signes de détresse d'Ashley, a compris que ce dernier prévoyait de sauter de la plateforme d'observation. Agissant rapidement, l'officier l'a attrapé d'un seul coup. Ashley, clairement perturbé, a résisté, mais les forces étaient trop inégales. Il a été immédiatement maîtrisé et arrêté pour meurtre. Le jeune homme a été immobilisé pour sa propre sécurité et on lui a donné de l'eau. En réalité, les négociations se sont poursuivies. Compte tenu de l'état émotionnel instable du suspect, il était nécessaire avant tout de le ramener à un état plus stable afin d'obtenir des réponses aux questions préoccupantes. Les psychiatres ont conclu que les négociateurs avaient vraiment bien réussi. En effet, l'état d'Ashley était extrêmement proche de celui où il aurait pu sauter de la tour d'observation. Les négociateurs ont travaillé avec patience et empathie, lui parlant doucement pour l'apaiser et le rassurer. Ils ont réussi à établir un lien de confiance suffisant pour qu'il se sente en sécurité et coopère avec eux. Une fois stabilisé, Ashley a été transporté sous haute surveillance à une installation médicale pour une évaluation psychiatrique complète. Il a été diagnostiqué avec un trouble dépressif, ainsi qu'une tendance au suicide volontaire. Bien sûr, sa mort aurait été la pire issue possible dans ce cas. La hauteur de la plateforme d'observation était d'environ 100 mètres, donc le meurtrier potentiel n'avait aucune chance de survivre. Il se serait inévitablement écrasé sur les rochers tranchants. Après son arrestation, la police a informé la famille de la victime de la nouvelle alarmante. La mort de la jeune fille a été un coup dur pour ses proches. Elle a toujours été une personne lumineuse. Il semblait totalement incompréhensible ce qui aurait pu provoquer l'agresseur. Le jeune homme de 33 ans a été placé en détention et a reçu une attention particulière car il était considéré comme un criminel à risque. Il était clairement capable de se faire du mal. Ce qui s'est avéré encore plus effrayant, c'est que Daniel n'était pas du tout la première victime d'Ashley, bien que les autres s'en étaient sortis beaucoup plus facilement. Le criminel qui avait littéralement battu à mort la jeune fille avait un long historique de crimes violents. Sa mère et ses sœurs avaient d'ailleurs été victimes de ces attaques à différents moments. Cependant, elles avaient simplement enduré et n'avaient pas signalé à la police, craignant de nuire à Ashley. De 2016 à 2021, au moins 5 filles différentes avec qui le garçon sortait avaient été battues. Elles s'étaient tournées vers les forces de l'ordre. Toutes voulaient obtenir une ordonnance restrictive pour se protéger d'Ashley. En 2021, tout cela s'était terminé par un procès qui a commencé après que le malfaiteur ait attaqué une autre ex-petite amie. Il l'avait étranglée, l'avait battue, la victime avait à peine échappé à la mort. Au cours du procès, le tribunal avait conclu que le risque de récidive était très élevé. Les psychiatres et le parquet l'avaient affirmé. Malgré cela, Ashley n'avait été condamnée qu'à des travaux d'intérêt général, car c'était sa première infraction officiellement enregistrée. Malheureusement, cela n'a pas arrêté le tyran. Peu de temps avant de commencer à sortir avec Daniel, Ashley avait de nouveau attaqué son ex-petite amie. Le système judiciaire avait traité cette infraction un peu plus sérieusement, donc le criminel avait été envoyé en prison. Cependant, c'était une peine ridicule, de quelques mois, qui s'est terminée environ 2 mois avant la rencontre avec Daniel. Comme dans le cas de Daniel, Ashley avait d'abord semblé charmant et le couple a commencé à sortir ensemble. Mais plus la relation durait, plus le petit ami devenait contrôlant et cruel. La relation a duré 3 mois, au cours desquels la jeune fille a éprouvé une véritable peur. Elle était convaincue qu'Ashley avait des problèmes de santé mentale. Son ex-petite amie a raconté à la police des histoires comme celles que les amis de Daniel avaient décrites. Ashley était sujet à des sautes d'humeur extrêmes. Lorsqu'il se mettait en colère, il devenait vraiment dangereux et violent. Paradoxalement, ces accès de violence étaient suivis d'une attitude tendre et aimante, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'horreur de la situation. Durant leur relation de 3 mois, Ashley avait tellement écrasé moralement son ex-petite amie qu'elle se sentait comme une moins que rien. Vers la fin de leur relation, il a commencé à la battre régulièrement. Finalement, son ex a décidé de mettre fin à ce supplice. En juillet 2021, selon ses aveux, cette décision a failli lui être fatale. Ashley avait de nouveau tenté de la tuer alors qu'elle vivait avec son père près de Sydney. Une nuit d'été,
Il s'est introduit dans la maison, l'a attaqué et a tenté de l'étrangler. Heureusement, la victime a réussi à échapper à son emprise et à se cacher. Le père, qui dormait à l'autre bout de la maison, n'avait pas entendu les bruits de la lutte. En se réveillant, il a immédiatement compris ce qui se passait, car il connaissait la réputation d'Ashley. Il a aussitôt appelé la police. Les patrouilles sont arrivées assez rapidement pour réussir à arrêter le jeune homme violent. La mère d'une des victimes, nommée Angela, s'est même rendue au poste de police. Elle l'a fait à la place de sa fille, qui avait peur d'Ashley et de possibles représailles. La femme a raconté l'histoire de sa fille, qui ressemblait en tout point aux tourments subis par les autres ex-petites amies de ce garçon. La jeune fille était même fiancée à son agresseur, qui la contrôlait de manière très cruelle. Lorsqu'enfin cette relation s'était terminée, tous les membres de la famille avaient ressenti un immense soulagement. Dans ce cas, la victime avait même eu besoin d'une aide psychologique pour faire face aux conséquences. Les forces de l'ordre ont dû traiter un grand nombre d'informations et de déclarations des victimes de la cruauté de l'abuseur. Mais tout cela s'est avéré être en vain. 16 mois après l'arrestation d'Ashley, le 6 avril 2024, on l'a retrouvé mort dans sa cellule de prison. Selon la version préliminaire, il se serait suicidé. La police enquête toujours sur les circonstances de sa mort. Il ne semblait pas ressentir de culpabilité, niait toutes les accusations, et, grâce à l'aide psychiatrique, semblait avoir surmonté ses problèmes du moins en partie. Il espérait également échapper à nouveau à la punition en invoquant son irresponsabilité. Il n'est pas exclu qu'Ashley ait été tué par ses codétenus. Cela s'est produit littéralement quelques jours avant qu'il ne puisse rencontrer la famille de sa victime Danielle. Malheureusement, les proches de Danielle ne pourront jamais exprimer la douleur que le criminel a infligée à leur fille. Même ces événements ont eu des aspects positifs. Souhaitant apporter leur contribution, les proches de Danielle se sont tournés vers les autorités. Sa mère et son frère prévoyaient de modifier la législation. Il est évident que dans cette situation, le système de maintien de l'ordre n'a pas pu protéger l'athlète de l'agresseur expérimenté qui tourmentait systématiquement les femmes mais restait impuni. La mère et le frère voulaient obtenir justice d'une autre manière et prévenir de nouveaux incidents similaires. Les proches de la victime ont reçu un énorme soutien, mais il est encore difficile de dire s'ils réussiront. La tragédie qui s'est produite a suscité une large résonance dans la société et attiré l'attention des médias. Tout le monde était furieux que la loi se soit révélée impuissante face à un lâche misérable qui n'a même pas eu le courage de répondre de son acte cruel et insensé. Le récidiviste dangereux n'avait pas seulement été libéré dans la rue, mais n'avait même pas subi une punition proportionnelle pour l'attaque commise. D'autres questions d'actualité ont également été soulevées. Par exemple, en ce qui concerne les applications de rencontres. On les appelle souvent de véritables foyers du mal, où des criminels cruels peuvent se cacher derrière des masques, chercher de nouvelles victimes en toute impunité, comme cela s'est produit avec Danielle. Le public et les médias ont insisté sur le fait que les applications de rencontres, comme Tinder par exemple, devraient inclure des statistiques sur les utilisateurs, refléter leurs condamnations et les infractions qu'ils ont commises. Danielle a toujours été une fille décente. Elle avait de sérieuses intentions. Évidemment, elle aurait refusé de rencontrer Ashley si elle savait les antécédents de ce dernier. Selon des personnes concernées, le contrôle de criminels comme Ashley devrait être effectué à l'aide de dispositifs électroniques spéciaux. Lorsqu'ils sont réintégrés dans la société, il faut non seulement veiller à leur sécurité, mais également prévenir les personnes environnantes de la présence d'un criminel potentiel par tous les moyens possibles. À l'heure actuelle, la famille de Danielle travaille à faire en sorte que la législation prévoit des vérifications obligatoires des applications de rencontres. Ils ont réussi à obtenir une large publicité et le soutien des citoyens australiens. Selon d'anciennes victimes d'abus, cela permettra de détecter et de prévenir des tragédies similaires à celle qui est arrivée à Danielle. En réalité, en Australie comme dans le reste du monde, des milliers de femmes et même d'hommes deviennent chaque année victimes de harceleurs, de manipulateurs et de criminels. Seul un contrôle rigoureux permettra de protéger ces victimes potentielles. Les médias ont souligné que la législation australienne semble se préoccuper davantage de la sécurité des criminels que de celle des personnes qui les entourent dans la vie réelle. Malheureusement, les rouages de la justice tournent très lentement, et toute modification de ce genre prend beaucoup de temps.
De plus, il y a toujours quelqu'un pour s'y opposer. Enfin, beaucoup ont souligné l'importance de l'accessibilité et de l'exactitude des vérifications des données qui auraient également pu protéger Daniel. En réalité, il existe déjà des sites web permettant de vérifier les antécédents criminels et les infractions passées de ces nouveaux contacts. Cependant, l'introduction et la mise à jour de ces bases de données en temps opportun restent un défi majeur, et tout cela devrait être pris en charge par les forces de l'ordre. Cependant, de nouvelles questions se posent dans ce contexte. Comment garantir l'introduction et la mise à jour en temps opportun de ces bases de données? Tout cela devrait être pris en charge par les forces de l'ordre. Actuellement, de telles applications fonctionnent sur une base payante. Par exemple, en Australie, la vérification d'une personne coûte 10 $. La mère et le frère de la victime continuent de se battre pour la mise en place de ces changements cruciaux. Ils n'ont jamais pu obtenir justice pour le criminel qui a pris la vie de leur fille, mais ils espèrent atteindre leurs objectifs. Chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.